Qui sont les personnages les plus puissants de One Piece actuellement? Si la question paraît évidente à première vue puisqu'il suffit de citer seulement les personnages les plus importants de l'œuvre, je pense qu'il est intéressant d'en faire un tour et de comprendre pourquoi et comment ils sont aussi forts. Ça passe par leur force brute, la menace qu'ils représentent ou même simplement l'influence qu'ils ont sur le monde et qui font indéniablement d'eux les acteurs les plus puissants et importants de ce monde. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à la liker et à vous abonner, ça soutient beaucoup la chaîne. Dans tous les cas, on est parti pour parler de ces personnages vers qui les yeux du monde vont se tourner jusqu'à la fin du manga. Dragon est probablement aussi mystérieux que puissant, même si pour le moment lui et son organisation ne font pas énormément de bruit, du moins de notre point de vue de lecteur, parce que rappelons quand même qu'ils sont allés sur Marie-Joise et ont directement déclaré la guerre à la noblesse mondiale. Néanmoins il est vrai que le leader de l'armée révolutionnaire ne nous a encore rien montré de vraiment concret. Pour autant, en plus d'être un grand dirigeant, on devine que c'est probablement un grand combattant. Lui qui a servi dans la marine mais qui n'y a pas trouvé sa place, semble posséder les pouvoirs d'un fruit du démon qui pourrait provoquer d'énormes dégâts. Vous le savez sûrement parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement quand on parle de lui, mais la tempête qu'on a pu voir sur Locktown n'avait rien de vraiment naturel. La foudre a sauvé Luffy avant qu'il ne se fasse exécuter, la pluie a empêché l'équipage de Baggy de mettre le feu au Vogue Mary et les soldats de la marine ont été complètement stoppés par d'étranges bourrasques de vent qui semblaient les cibler eux uniquement. Toutes ces étranges coïncidences qui, forcément couplées à l'arrivée de Dragon, nous font penser qu'il n'y est pas étranger. D'autant plus que dans le flashback de Sabo qui nous apprenait comment il avait survécu, on peut voir Dragon le repêcher et le ramener directement sur le bateau des révolutionnaires. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dragon semble avoir été porté par le vent, puisqu'on peut voir notamment la fumée de l'incident, alors qu'on voit très bien que le bateau est dans une zone plutôt calme, sans aucune agitation autour. D'ailleurs, cette scène dans l'animé est beaucoup plus suggestive que dans le manga, montrant littéralement Dragon atterrir sur son navire. Quoi qu'il en soit, il est quasiment certain que Dragon est un personnage puissant qui fera bientôt une véritable entrée en scène. Mais ce qui le rend encore plus dangereux pour le monde, c'est bien évidemment l'organisation qu'il dirige. Même s'il n'a pas énormément d'argent, comme nous le disait Vegapunk, absolument tous ses membres sont là par conviction et par une immense volonté de voir le monde changer. L'armée révolutionnaire rallie petit à petit le monde à sa cause et ne concerne pas qu'un petit groupe dispersé à travers le monde. Ce sont des peuples entiers qui se lèvent face à leur royaume et leurs dirigeants et décident de se battre contre les injustices face auxquelles ils vivent tous les jours. Avec tout ce qu'il s'est passé pendant la rêverie, on a pu voir que l'assassinat du roi Cobra est allé dans le sens des révolutionnaires, puisque Sabo, qui a été accusé d'avoir tué le père de Vivi, est maintenant pris pour un héros par une petite partie du monde qui se rebelle face au gouvernement et aux privilèges de la noblesse mondiale. Aujourd'hui, l'armée révolutionnaire est encore plus grande que ce que nous disaient Garp et Robin sur Water 7. Avec tout ce que Sabo a découvert sur Marie-Joise, ils savent enfin contre qui ils se battent depuis toutes ces années, et savent désormais plus ou moins à quoi il faut faire attention dans la suite de leurs opérations. Alors, même si nous n'avons aucune idée de la puissance brute de Dragon, et si oui ou non il est capable de se battre convenablement, ce qui est sûr c'est qu'il est l'un des personnages les plus puissants et influents du monde de One Piece, grâce à l'organisation que ses convictions ont porté au sommet. Dans le même esprit, on a bien entendu Baggy, qui pour le coup, on le sait, ce n'est pas quelqu'un de très fort. S'il a réussi à arriver à sa place de Yonko aujourd'hui, c'est avant tout grâce à d'immenses concours de circonstances. S'il est devenu grand corsaire, c'est grâce à son passé aux côtés de Roger et de Shanks, et surtout à la crédulité des prisonniers libérés par son association avec Luffy lors de l'arc d'Impel Down. Le monde attire le monde, et forcément, en voyant de plus en plus de gens se rallier à sa cause, et la réputation qu'il a obtenue, il a fini par monter un véritable empire. De la même façon, s'il a réussi à devenir empereur en même temps que Luffy, c'est grâce à son alliance avec Crocodile et Mihawk et d'une communication centrée autour de lui. Au final, Baggy est parvenu à se forger une grande réputation malgré lui qu'il a su entretenir. Le fait qu'il ait été rejoint par Crocodile et Mihawk renforce encore plus cette aura qu'il dégage et parvient encore aujourd'hui à agrandir cet empire. La Cross Guild a de très grandes ambitions, désormais lancées dans la course au One Piece. Ils ont pour projet de créer une véritable nation militaire, un empire suffisamment puissant pour résister à n'importe qui et n'importe quelle puissance. Et pour ça, ils sont déjà très bien partis, puisqu'ils se placent déjà en opposition directe avec la marine, en mettant eux-mêmes en place leur système de primes. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment la Cross Guild va agir pour atteindre ses objectifs, mais ce qui est sûr, c'est que Baggy est décidé à trouver le One Piece. À la manière de Dragon et de son armée révolutionnaire, ça n'a pas vraiment d'importance
d'importance que Baggy soit capable de se battre ou non, puisque dans son cas, c'est avant tout son influence qui est une menace à la fois pour la marine, le gouvernement et pour tous les pirates des mers. Si Baggy est une image, s'il n'est que le visage de la Cross Guild, cette organisation compte tout de même de sacrés éléments, avec notamment Crocodile qui est quelqu'un de très intelligent en plus d'être très puissant, et Mio qui fait sans aucun doute partie des personnages les plus puissants du manga. Je vais pas forcément lui dédier une partie entière dans cette vidéo, mais il pourrait très facilement faire partie de cette liste. De par son statut de plus grand sabreur, il a déjà prouvé qu'il était un excellent combattant, probablement capable de tenir tête à quasiment tous les personnages de ce manga. Quoi qu'il en soit, les ambitions de la Cross Guild sont grandes. Je pense sincèrement qu'ils vont être rejoints par de très gros noms d'ici très peu de temps, et ils vont continuer de poser toujours plus de problèmes à la marine et au gouvernement. Ils parviendront ainsi à devenir de sérieux concurrents dans la course One Piece. Pour le coup, si on parle seulement de force brute, Shanks est peut-être le personnage le plus fort du manga actuellement. Peut-être que cet avis est biaisé par ses rares apparitions, la puissance de son aura et de son haki, et surtout son combat contre Kid. Mais il est certain qu'il est un adversaire très sérieux que personne ne tient à affronter directement. D'autant plus que, contrairement à la plupart des autres Yonko et des organisations qu'on a vues juste avant, la puissance de Shanks n'est due qu'à lui et son simple équipage. En effet, juste avant que Kid vienne le défier, on a pu voir sa flotte, qui est réputée pour être la plus faible de toutes, là où Big Mom par exemple est connu pour ses nombreux territoires, un réseau d'informations très important ou de grandes alliances. De son côté, Kaido est réputé pour les nombreux Zoan que compte son équipage, faisant littéralement d'eux un équipage bestial, sauvage à la réputation violente. Là où Shanks, lui, ne cherche pas à se faire de nouveaux alliés ou à élargir son influence, il se contente seulement d'offrir une protection aux plus démunis et aux équipages pirates bien trop faibles pour se défendre seuls. Ainsi, la réputation de Shanks n'est due qu'à son nom et ceux de son équipage. Aussi, là où Kaido et Big Mom étaient réputés très puissants grâce à leur résistance naturelle, Shanks lui n'est qu'un être humain normal. Il n'a pas de fruit du démon ou un pouvoir qui pourrait accentuer la menace qu'il représente et ressemble beaucoup plus à Roger avec lequel il a navigué lorsqu'il était jeune. Mais ce qui est, je trouve, le plus intéressant chez lui, c'est qu'on ne sait presque rien de ses objectifs. Jusqu'à avant Wano, on ne savait même pas s'il avait l'intention ou non de chercher le One Piece. On ne connaît non plus rien de ses liens avec le gouvernement et les doyens, et même maintenant qu'il a affirmé vouloir aller sur Laugh Tale, on ne sait pas vraiment quelles sont ses véritables intentions, à tel point qu'on se demande même s'il ne va pas devenir un antagoniste dans la suite du manga. Même si c'est un excellent épéiste, même si sa réputation prouve que sa force brute est immense, c'est avant tout toutes ces parts d'ombre qui donnent à lui et son équipage cette aura presque mystique, presque terrifiante. De toute évidence, il sait des choses. Il sait que Luffy va devoir trouver le One Piece, sinon il ne se serait pas attaqué à un navire du Cypher Pole dans l'unique but de voler un fruit du démon qui s'avère être aussi important. Sinon, il n'aurait pas misé autant sur Luffy. Shanks semble savoir ce qu'il fait et pour quelles raisons il le fait. Est-ce que ce sont de bonnes raisons? Personnellement, je pense que oui, mais malheureusement, il faudra attendre encore un peu avant de le savoir. Barbe Noire sera probablement l'antagoniste final de Luffy dans la course au One Piece. Depuis sa première apparition sur Mocktown, Teach est directement et explicitement mis en opposition avec Luffy. À ce moment-là, on ne sait pas qui il est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il jouera un rôle majeur dans le manga. Et c'est bel et bien ce qu'il s'est passé par la suite. Il s'en est pris à Ace, l'a livré à la marine, a fait évader les plus dangereux criminels de la prison d'Impel Down et a réussi l'exploit d'obtenir les pouvoirs de 2 fruits du démon. Malgré le fait que Teach soit dans la piraterie depuis plus de 20 ans, son aventure n'a vraiment commencé que lorsqu'il a obtenu son premier fruit du démon, lorsqu'il a trahi Barbe Blanche et fondé son propre équipage. Autrement dit, son aventure a commencé exactement au même moment que celle de Luffy, et depuis tous ces événements, les deux pirates évoluent quasiment en même temps et quasiment de la même façon. Quoi qu'il se passe dans la suite de l'histoire, Luffy et Barbe Noire finiront forcément par s'affronter. Les deux ont exactement le même objectif et aucun n'est prêt à l'abandonner. On a tendance à beaucoup sous-estimer la puissance de Teach et de son équipage parce qu'il est trop patient, trop passif et que de manière générale, il a beaucoup plus tendance à fuir le combat qu'à prendre des risques. Mais le fait est qu'il est aujourd'hui un Yonko et qu'il a réussi à obtenir la confiance des plus grands criminels du monde. Mais ce qui fait de lui une véritable menace, c'est surtout tous les mystères qui l'entourent. Pourquoi Luffy et Zoro voient en lui plusieurs personnes? Comment est-ce qu'il a pu obtenir 2 fruits du démon? Pourquoi Baggy nous disait qu'il n'avait jamais dormi de sa vie? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Et enfin, à quelle lignée appartient-il? Ce sont toutes ces questions qui font de Teach l'un des personnages les plus étranges de One Piece. Il possède les pouvoirs de 2 des fruits du démon les plus dévastateurs au monde, mais est aussi extrêmement intelligent, et quoi qu'il arrive, il parviendra toujours à ses fins. Et de la même façon, même si on n'a pas trop d'infos sur les membres de son équipage, ils représentent eux aussi une très grande menace. De toute évidence, Teach a un plan et tous
les fruits du démon qu'ils ont chassés depuis l'ellipse vont servir à quelque chose. On le voit, les pouvoirs de Vanaugure sont souvent utilisés pour des missions d'infiltration comme sur Wallcake ou sur Egged. Le fruit de Devol lui permet de prendre l'apparence de tous ceux qu'elle a touchés et évidemment les récents événements avec Saturne intriguent énormément. Mais surtout il y a Lafitte qu'on n'a plus revu depuis la fin de Dressrosa. Même après les récentes agitations de son équipage, Lafitte n'apparaît plus et à mon avis c'est probablement parce qu'il mène une mission importante pour le bon déroulement des plans de Teach. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai sorti une théorie sur ça parce que je pense vraiment que son absence n'est pas à négliger. Quoi qu'on en dise, Teach reste une menace pour le monde entier et pour tous ses futurs adversaires. Il semble décidé à passer à la vitesse supérieure et un duel au sommet attend Luffy avant de pouvoir atteindre Laugh-Tale. Luffy est l'incarnation de Nika, le guerrier libérateur et dieu du soleil qui ramènera l'aube sur le monde. C'est ce qu'on a compris lorsqu'il a fini par réveiller son fruit du démon lors de son combat face à Kaido. Le seul pouvoir que le gouvernement mondial ait un jour craint et qui leur a tenu tête pendant presque 100 ans avant qu'il fasse tout pour essayer de le faire disparaître à tout jamais. Luffy arrive petit à petit à la fin de son aventure et arrive forcément au sommet de sa puissance. Désormais, rares sont ceux qui peuvent lui tenir tête et il est évident qu'il est devenu l'un des personnages les plus puissants de son manga. Et évidemment, son fruit du démon n'y est pas étranger. Le Ito Itonomi de Luffy pourrait presque s'appeler le fruit de la liberté. Nika représente ce concept de liberté ultime qui redonne espoir aux esclaves et aux opprimés de ce monde. D'abord, lorsque Luffy l'a mangé, son corps est devenu élastique, se retrouvant ainsi libéré de toutes les contraintes physiques d'un corps humain classique. Il a commencé par donner de l'élan à ses coups qui devenaient de plus en plus puissants, puis a su utiliser les propriétés du caoutchouc pour faire ce qu'un corps normal n'aurait jamais pu supporter, jusqu'à ce qu'il parvienne à mêler cette élasticité avec le haki. Mais lorsqu'il est parvenu à l'éveiller, absolument tout a changé. Désormais, il n'est pas seulement libre de ses mouvements, il est la liberté. Tout son style de combat est désormais basé sur ses rêves et son imagination. Il peut interagir avec son environnement, devenir aussi grand qu'il le veut, bref, il se bat avec la seule limite que lui impose son imagination. Ce pouvoir est sublimé par le message qu'il transmet, par l'espoir et la promesse d'un monde meilleur, et je trouve ce pouvoir absolument exceptionnel. Et il y a peu de doute sur le fait que c'est probablement le fruit du démon le plus puissant et le plus permissif qui puisse exister. Mais la puissance de Luffy ne réside pas seulement dans la force brute et dans son pouvoir, mais aussi dans sa capacité à se faire des alliés et à attirer le monde autour de lui. Comme nous le disait Mihawk sur Marineford, Luffy possède le pouvoir le plus dangereux et le plus menaçant qui existe. À la manière de l'armée révolutionnaire, Luffy dégage quelque chose de suffisamment fort pour qu'on ait envie de l'aider, l'envie de se battre à ses côtés. Les pouvoirs du dieu du soleil sont sûrement pour beaucoup, néanmoins on ne peut pas lui enlever toutes les connexions qu'il a eues et tous les personnages qu'il a pu rallier à sa cause, même le temps d'un seul arc. Que ce soit sur Marineford avec les pirates de Barbe Blanche qui vont d'ailleurs le suivre un peu plus tard, Ivankov, Jinbei ou encore Hancock, sur l'île des hommes poissons avec Neptune et son royaume et surtout Shirahoshi, dans le Nouveau Monde avec l'eau, Momonosuke et les samouraïs de Wano ou encore la flotte qui l'a rejoint sur Dressrosa, et évidemment et sans oublier Egged avec Vegapunk et ses satellites, Bonnie ou même Sentomaru. Dans chacune des parties de son aventure, Luffy a trouvé le moyen de réunir de puissants alliés qui seront prêts à l'aider lorsqu'il en aura besoin. Maintenant, Imu et Nika semblent liés par un lien qu'on ne comprend pas encore totalement. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement craint son retour parce que, comme je l'ai dit, Joy Boy est le seul qui a réussi à s'opposer à eux en plus de 800 ans. Et c'est seulement lorsqu'il a disparu que Imu et son organisation sont parvenus à monter au pouvoir. En 800 ans, si personne n'a pu s'opposer au gouvernement comme l'avaient fait Joy Boy et l'Ancien Royaume, c'est forcément que du côté de l'organisation mondiale, il y a un pouvoir aussi puissant et important que celui de Nika. Un peu à la manière de Dragon, on ne sait pas si Imu est réellement capable de se battre et de tenir tête à un adversaire. Néanmoins, en voyant de quoi sont capables les doyens et en se basant sur la hiérarchie qu'il y a entre eux, on ne peut qu'imaginer que le roi du monde est encore plus puissant et dangereux que ses esclaves. Même si pour le moment, il est vrai que le Gorosei est puissant, surtout parce qu'ils sont invincibles. Mais comme je le disais pour Luffy, si un pouvoir aussi puissant que celui de Nika est nécessaire pour faire face à la part d'ombre du gouvernement, alors ça veut dire qu'il y a dans l'organisation de Imu un pouvoir au moins aussi puissant. Et probablement que la transformation qu'on a pu voir au chapitre 1085 n'est pas une simple copie des pouvoirs qu'on peut observer en ce moment sur Egged. Mais pour le moment, on n'en sait pas vraiment plus. De mon côté, j'imagine que Imu va être un antagoniste majeur, mais actuellement la réelle menace qu'il représente, c'est bien sûr l'organisation qu'il dirige dans l'ombre des doyens. S'attaquer au gouvernement revient à s'attaquer à la marine et à ses amiraux, aux chevaliers divins, aux dragons célestes, mais aussi aux différents pays et royaumes qui y sont affiliés, et qui craignent évidemment
évidemment de perdre les privilèges qu'ils ont reçus. Évidemment, ce n'est pas pour rien si Spandam mettait Luffy en garde sur Enies Lobby, mais plus encore, on a découvert récemment que le gouvernement possède Uranus. Le gouvernement possède une arme antique et est capable de l'utiliser pour servir leurs propres intérêts, quitte à sacrifier de nombreuses vies innocentes. La fin de l'arc des Geats va être très importante pour la suite de l'histoire parce que si York réussit à partir avec les doyens, le gouvernement sera alors en mesure d'utiliser cette arme antique aussi souvent que nécessaire. La menace que représente le gouvernement n'est plus seulement due au privilège des dragons célestes ou de la justice absolue instaurée par la montée au pouvoir d'Akainu. Les doyens et Im ont entre leurs mains un pouvoir capable de détruire le monde. Désormais, c'est un affrontement prévu depuis 800 ans et que Roger a commencé à mettre en place il y a 25 ans qui est en train de commencer. L'avenir du monde repose désormais entre les mains de Luffy, le seul qui a les pouvoirs de réellement changer les choses.